Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis tout à fait heureux de vous retrouver une fois de plus pour ces entretiens, comme vous savez, consacrés à la grossesse et aux femmes enceintes. Et aujourd'hui, nous avons opté pour des questions libres. Cela veut dire que nous avons reçu pas mal de questions. Toutes ne pourront pas être forcément traitées, tant plus que certaines sont des questions strictement, enfin qui nécessitent une consultation très particulière, ce qui n'est pas évidemment l'objet de ces entretiens. Cependant, parmi toutes ces questions, beaucoup sont tout à fait intéressantes et je dirais d'intérêt général. Alors, on va tout de suite prendre la première qui est la suivante. On me conseille de prendre des multivitamines pour ma grossesse. Est-ce bien? Alors, c'est une vaste question. Je dirais que la première réponse est oui et non, mais tout d'abord, précisons deux choses. Lorsqu'on parle de multivitamines, on ne parle pas seulement de vitamines, parce que les produits concernés, les produits qui sont contenus dans cette question, ne contiennent pas seulement des vitamines à proprement parler, mais aussi d'autres choses, des oligo-éléments, qui sont d'ailleurs des éléments très importants. Et deuxièmement, rappelons quelque chose, c'est que ce que prend la femme enceinte, ce que vous prenez dans ce cadre, ce n'est pas destiné à vous-même, ce n'est pas destiné à la femme enceinte, mais c'est destiné à l'enfant qui est en formation. C'est tout à fait important et cela souligne l'importance de la démarche. Alors, que prendre? La règle est toute simple. Il faut prendre, dans son principe, il faut prendre des éléments indispensables à l'enfant, donc, et qui manquent systématiquement chez la jeune femme enceinte. Parce que si elle n'a pas suffisamment de ce qu'il faut, elle ne pourra évidemment pas le donner à son enfant. Donc, finalement, ces éléments qui répondent à ces deux critères tout à fait fondamentaux ne sont pas nombreux. Heureusement, d'ailleurs. Finalement, on peut les regrouper en 4 éléments qui sont d'abord l'acide folique. Vous le savez, on vous a probablement souvent prescrit au tout début de la grossesse de l'acide folique, connu aussi sous le nom de vitamine B9. C'est un élément extrêmement important pour la formation neurologique de l'enfant et son déficit peut entraîner des malformations tout à fait préoccupantes. Donc l'acide folique doit être systématiquement pris en début de grossesse, voire même avant la conception dans l'idéal, mais même si ce n'est pas le cas, vraiment, au tout début de grossesse, c'est un élément fondamental. Un autre, parmi les 4, c'est l'iode, puisqu'on sait aujourd'hui que le développement intellectuel du jeune enfant, et de l'enfant plus tard, de manière générale, l'enfant dans ses premières années, est très impacté par un déficit en iode. Donc l'iode qui subit des changements chez la femme enceinte, eh bien, est insuffisant et il faut absolument apporter de l'iode pendant la grossesse. Troisièmement, et ça c'est un peu plus connu, le fer qui permet la formation des éléments de la masse sanguine. Vous savez que la masse sanguine augmente fortement pendant la grossesse. Eh bien, c'est le fer qui va permettre de fabriquer les éléments de cette masse sanguine. Donc, il faut en apporter. Et le quatrième et dernier, c'est la vitamine D. On vous a peut-être parlé de vitamine D qui est donnée aujourd'hui systématiquement en fin de grossesse. Mais ça, ce n'est pas suffisant. C'est bien pour la fin de la grossesse et pour la naissance. Mais tout au long de la grossesse, il faut également donner de la vitamine D qui est tout à fait importante pour la formation, je dirais, osseuse de l'enfant in utero. Et cet apport est également fondamental, en plus de l'apport de la fin de grossesse. Et donc, ces 4 éléments qui sont tout à fait importants présentent un déficit systématique. Il y a, lorsqu'on fait des études épidémiologiques, un déficit systématique chez les jeunes femmes en âge de procréer, comme on dit, c'est-à-dire chez la femme enceinte lorsqu'elle l'est. Et donc, les deux conditions d'éléments importants et indispensables et de déficit systématique, d'au moins 90 à 95% de la population, fait qu'il faut systématiquement apporter ces éléments. Et il faut simplement, pour finir, ajouter que les autres éléments, qui ne sont pas forcément indispensables et qui ne sont pas en déficit systématique chez la femme en âge, chez la femme jeune, eh bien, il n'est pas légitime de les donner. Il n'y a plus aujourd'hui de constituants dangereux comme il y a pu avoir dans le passé, des éléments tératogènes lorsqu'on donnait des fortes doses de vitamine A par exemple. Ça c'est bien sûr terminé, mais malgré tout, des éléments inutiles ne doivent pas être donnés. D'ailleurs c'est rappelé par les autorités de santé dans leurs recommandations. Un produit inutile, surtout chez la femme enceinte, ne doit pas être donné pendant la grossesse. Donc limitons-nous,
c'est déjà très bien, à ces 4 éléments. Voilà, alors, une autre question tout à fait différente, je vous la lis. Mon terme est le 16 janvier, j'imagine, c'est-à-dire très bientôt. Et je voudrais savoir si les signes d'accouchement, à part la perte des os, quels sont ces signes? Je n'ai pas de contraction, à part le ventre qui durcit un peu, c'est tout, pas de douleur, rien. J'ai peur qu'on me déclenche le jour de mon terme, c'est mon premier bébé, on m'a dit que ce déclenchement faisait mal. Bon, alors, c'est simple. Dans ce qui est dit ici, je n'ai pas de contraction, mais le ventre qui durcit. Un ventre qui durcit, ce sont des contractions. C'est-à-dire que vous présentez déjà, ce qui n'est pas très étonnant, si votre terme est le 16 janvier, vous présentez déjà des contractions, quelques-unes, même si elles ne sont pas douloureuses, ce sont des contractions. Et donc, probablement qu'on s'approche spontanément du terme. Et il ne faut pas craindre le déclenchement de celui-ci, si jamais on vous le propose, on vous le fait, parce que le déclenchement n'est pas plus douloureux, déclencher la grossesse n'est pas plus douloureux qu'accoucher, je dirais, spontanément. Donc voilà, donc n'ayez pas crainte pour cela, mais vu ce que vous décrivez, de toute façon, vous êtes probablement pas loin du terme, encore une fois. Une autre question, je suis dans mon 7e mois de grossesse. Est-ce que des douleurs ligamentaires peuvent apparaître? Car parfois cela me fait comme des pics et la douleur disparaît aussitôt. Ou parfois bébé bouge et ça me fait un point de douleur. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt que j'ai la peau sensible? Alors, non, d'après ce que vous décrivez, c'est tout à fait probablement des douleurs ligamentaires. Parce que vous savez peut-être qu'en fin de grossesse, là, 7e mois, dans les derniers mois de grossesse, dans les dernières semaines de grossesse, il y a une hormone qui est sécrétée de façon à relâcher les ligaments. Parce que les ligaments, en particulier les ligaments du bassin, les ligaments, c'est ce qui maintient les os entre eux. Les os du bassin, justement, ont besoin d'être un peu plus séparés pour la naissance. Donc les ligaments se distendent. Et cette distension ligamentaire, qui est physiologique, qui est normale, eh bien, est assez souvent douloureuse. Et c'est effectivement assez souvent des douleurs comme vous décrivez, c'est-à-dire des pics, des petits accès douloureux qui disparaissent. Parfois c'est un peu plus fort que ça, mais voilà. Donc aucune inquiétude, c'est tout à fait normal et c'est pas du tout la peau sensible. D'après ce que vous décrivez, c'est simplement effectivement les douleurs ligamentaires. Une autre question, je suis enceinte de 7 mois et la semaine dernière, le gynéco m'a dit que le bébé a les fesses en bas. Va-t-elle se retourner avant la naissance pour avoir la tête en bas? Alors, c'est pas anormal, ce n'est pas forcément gênant d'avoir au 7e mois, il reste encore 2 mois, 2 mois et demi, le 8e et le 9e, ce n'est pas anormal d'avoir un bébé qui est pas très bien positionné. Très souvent, il se retourne spontanément avant la naissance, il se met en place. Sinon, il y a des manœuvres externes pour le retourner. Et au pire, eh bien, au moment de la fin de la journée prévue pour l'accouchement, dernier ressort, l'obstétricien peut également faire quelques manœuvres. Donc ce n'est pas anormal. Il y a effectivement des bébés qui sont en bonne position dès le début, mais ce n'est pas du tout exceptionnel d'avoir des situations comme celle-ci. Alors, une autre question plus générale, que penser de la césarienne? Alors, que penser de la césarienne? C'est une vaste question. La première réponse est toute simple. Quand l'indication médicale l'impose, son intérêt est évidemment indiscutable. Voilà, si on vous dit impossible que pour des raisons de malposition, par exemple, tout à fait majeures, c'est un exemple, peut-être l'exemple le plus fréquent, la césarienne s'impose et dans ce cas-là, son intérêt est indiscutable. En revanche, si on évoque ici les césariennes dites de confort, là c'est tout à fait autre chose, parce qu'il ne faut pas oublier plusieurs points, 2 points principaux. D'abord, n'oublions pas que c'est une intervention chirurgicale, même si c'est une intervention chirurgicale tout à fait routinière et qui est tout à fait bien maîtrisée depuis longtemps, mais c'est quand même une intervention chirurgicale avec les contraintes, voire les quelques risques que cela suppose. Et deuxièmement, il faut aussi rappeler les avantages, si on peut les appeler comme cela,
d'une naissance par voie naturelle pour l'enfant. C'est en effet à cette occasion que l'enfant profite du contact avec les bactéries maternelles, les lactobacilles vaginaux en l'occurrence, et que ce contact avec d'autres est un moment essentiel pour la formation de ses propres bactéries, ce qu'on appelle ses microbiotes ou son microbiote digestif, et pour l'induction de son système immunitaire. Donc, respectons la nature, si je puis dire. Un accouchement prévu qui doit se passer normalement ne nécessite évidemment pas de césarienne et il ne faut pas en faire. Il faut vraiment repousser les césariennes de confort, comme ça se fait dans un certain nombre de pays. Vous savez, un certain nombre de pays, on programme l'avantage, évidemment. On sait que le 20 février, à telle heure, eh bien, l'accouchement aura lieu. C'est très simple, il est midi, on est tranquille. Bon. Pour ces raisons ne sont vraiment pas légitimes pour imposer une césarienne qui a malgré tout quelques inconvénients. Donc, lorsqu'elle est indispensable, il faut la faire. Sinon, il faut absolument ne pas recourir à ces césariennes de confort. Et dans certains pays, ça s'est vraiment développé d'une manière tout à fait excessive. Alors, je sens bébé... Alors, une autre question. Je sens bébé dans le bassin et j'ai peur de devoir accoucher avant. Je suis à 32 semaines. Alors, question est assez imprécise, mais je sens bébé dans le bassin. Le bébé, toujours, l'utérus se situe dans le bassin. Je pense que la question veut dire que je le sens peut-être un peu plus bas qu'avant. Et je suis à la 32e semaine d'aménorrhée. Alors, 32e semaine d'aménorrhée, c'est déjà un moment où, je dirais, tout n'est pas fait, mais l'essentiel est fait. Vous savez qu'après 32e semaine d'aménorrhée, lorsqu'il y a un accouchement, on parle de prématurité légère. Donc un enfant qui accouche à 33 ou 34 semaines, cela ne pose pas de problème dramatique. Bon, mais pour revenir à la question, a priori, sans avoir plus de précision, c'est pas parce que le ressenti du bébé, peut-être le ressenti un peu plus bas que jusqu'à présent, existe, que cela veut dire que l'accouchement va arriver demain ou la semaine prochaine. Bon, je pense que vous allez avoir bientôt un autre examen, parmi les examens programmés. Je pense qu'il sera rassurant, sauf si, bien sûr, il y a d'autres éléments que je ne connais pas dans cette question. Alors, une autre question. Bonjour, je suis à 5 mois et bébé se met sur ma vessie. Alors, bébé se met sur ma vessie, je dirais que c'est malheureusement physiologique, c'est normal. Vous savez que l'utérus est placé au-dessus de la vessie et que d'ailleurs, la présence de la masse utérine qui se développe au fur et à mesure de la grossesse fait qu'elle appuie sur les éléments aux alentours, dont bien sûr la vessie et même ce qu'on appelle les urtères, et que cela peut avoir des conséquences soit tout à fait banales, c'est-à-dire générer des envies pressantes ou des envies plus, ce qu'on appelle une polycurie, c'est-à-dire des envies répétées. Ce n'est pas anormal, même à 5 mois. Mais cela peut aussi avoir des conséquences un peu plus ennuyeuses. Cela peut même entraîner parfois des infections urinaires que l'on traite. Ce n'est pas dramatique. Mais voilà, donc à 5 mois, cela veut dire que probablement les signes que vous ressentez vont effectivement continuer, peut-être même s'accentuer, c'est-à-dire ces envies répétées. Mais ce n'est pas plus anormal que cela. C'est même assez habituel d'avoir des petits problèmes de vessie à la fin de la grossesse. Bon. Une autre question. 1 semaine et demie de traitement Maternov anti-nausée à base de gingembre, aucun résultat. Alors, 1 semaine et demie, cela fait une petite dizaine de jours environ. Alors, le Maternov anti-nausée est un produit effectivement à base de gingembre. C'est un produit tout à fait intéressant et efficace. Je vous rappelle que le gingembre est recommandé en première intention pour les nausées de la femme enceinte, mais sa rapidité d'action, je dirais, est peut-être variable. Cela parfois va vite, si je puis dire. C'est au bout de 2 jours, 3 jours, on est soulagé. Des fois, c'est un petit peu plus long. Là, 10 jours, c'est déjà une période, mais persister, parfois il faut jusqu'à 2 semaines avant de voir l'effet s'installer. Voilà. Mais en tout cas,
vous êtes dans la bonne direction puisque c'est la thérapeutique recommandée par la Haute Autorité de Santé pour les nausées que vous ressentez chez la femme enceinte. Autre question, quels aliments doit-on éviter pendant la grossesse? Alors, quels aliments doit-on éviter? Alors, finalement, ça nous relie à la question précédente. C'est que la question précédente, qui est la question des nausées de grossesse, en général pendant le premier trimestre, mais pas forcément seulement, eh bien, lorsqu'on souffre de ces nausées, ou même qu'on n'en souffre pas, mais qu'on peut en souffrir, parce que vous savez que les 2/3 d'entre vous souffraient de nausées de grossesse à un moment ou à un autre, en moyenne, eh bien, là déjà, il faut éviter tous les aliments qui vont pouvoir provoquer ces nausées. En général, on classe classiquement les graisses. Les graisses qui sont des éléments qui vont induire facilement chez la femme enceinte des nausées, voire des vomissements. Il y a aussi des odeurs, alors les odeurs de graisse, mais aussi des odeurs un peu fortes qui sont à éviter. On privilégie plutôt un régime riche en protéines et plutôt pauvre ou moins riche en sucre et donc en graisse. Voilà. À partir de quel mois doit-on commencer à mettre une crème pour effleurer le ventre afin d'éviter l'apparition des vergetures? Alors ça, je dirais le plus tôt sera le mieux, parce que c'est vrai que les vergetures s'installent et se développent surtout en seconde partie, voire au 3e trimestre de grossesse, en fin de grossesse. Mais une crème efficace doit être commencée le plus tôt possible pour d'abord essayer de prévenir l'apparition de ces vergetures et plus facilement les vaincre en fin de grossesse. Voilà. Les nausées, une autre question, à nouveau les nausées, décidément, à 3 mois passés, est-ce normal? Alors, je vous l'ai dit rapidement, enfin je vous l'ai évoqué là à l'instant, habituellement les nausées de grossesse surviennent pendant le premier trimestre. Ça correspond à une augmentation dans le sang d'une hormone. Bon. Mais ça, c'est le schéma classique. Je vous l'ai également évoqué tout à l'heure. Ça ne s'arrête pas brutalement, forcément, systématiquement, au bout des 3 mois. Assez souvent, ça continue. De même qu'on dit que les nausées sont surtout du matin, il y a un certain nombre de femmes qui souffrent de nausées toute la journée, lorsqu'elles en ont. Bon. Là, dans cette question, à partir à 3 mois passés, est-ce normal que les nausées débutent? Alors, ce n'est pas anormal. Ce n'est pas normal. C'est des choses qu'on constate, même si c'est minoritaire. En revanche, ça n'exonère pas de s'interroger, de faire un examen, voir s'il y a d'autres signes. Parce que on peut avoir des nausées pendant la grossesse qui ne sont pas des nausées de grossesse. C'est-à-dire qu'on peut être enceinte et tout se passe bien, et puis avoir un petit problème digestif, un problème d'oreille interne, etc., qui donne des vertiges et donc des nausées, dans cet exemple, ou même un petit problème hépatique qui va donner des grossesses, donc qui va donner des nausées. Donc, ça peut être des nausées de grossesse banales qui débutent à 3 mois passés, mais il faut savoir s'interroger, voire consulter pour voir s'il n'y a pas une autre cause derrière. Encore une fois, on peut avoir des nausées pendant la grossesse qui ne sont pas des nausées de grossesse. Une autre question, à quel moment peut-on commencer à le sentir bouger? Alors ça, classiquement, après la phase embryonnaire, que ce soit la phase fœtale, c'est-à-dire on peut commencer à le sentir bien bouger au 4e mois, 5e mois, mais c'est éminemment variable. Donc ne vous inquiétez pas s'il ne bouge pas ou peu, même à 5 mois passés ou à 6 mois. Habituellement, il commence au second trimestre à bouger, parfois beaucoup, parfois moins. Il n'y a pas de règle absolue. Voilà. C'est très rare que ça soit au tout début, bien sûr, de grossesse. C'est rare aussi que ça ne commence que tard, mais voilà, début du second trimestre est la règle générale moyenne, mais ça peut être très variable. Depuis l'annonce de ma grossesse, je ne dors pas du tout. Est-ce que c'est des insomnies? J'ai essayé l'homéopathie, ça reste très dur. Bon, imagine, il n'y a pas beaucoup de résultats. Alors, il est clair que l'annonce même
l'annonce, comme c'est dit dans cette question, l'annonce même de la grossesse, génère, surtout si c'est la première, là on ne le sait pas, génère des questions, parfois une certaine anxiété, une certaine, peut-être pas une angoisse, mais enfin, on voit arriver ce changement de vie qui va être peut-être difficile, qui est une nouvelle organisation, etc. Donc tout cela est un petit peu anxiogène, comme on dit, c'est-à-dire génère un peu d'anxiété, et cela peut suffire largement pour générer aussi des insomnies. Alors, j'ai essayé l'homéopathie, ça reste très dur, enfin je pense que donc ça ne marche pas trop. Écoutez, il faut, d'abord, ça peut spontanément s'améliorer au fur et à mesure des jours qui passent, où on se rassure un petit peu, ou voilà, où finalement on se dit ça va être comme pour le premier, si jamais ce n'est pas le premier mais le second enfant par exemple. Bon, il y a plein de choses qui peuvent intervenir. Essayez un autre produit, essayez bien sûr, soyez très prudente, ne prenez pas n'importe quoi puisque vous êtes enceinte, donc tout n'est pas permis. Mais essayez un autre produit de type homéopathique ou avec certaines plantes, pas toutes. Voilà, mais il se peut aussi que cela s'arrange spontanément. Si vraiment ça persiste et ça s'amplifie, posez la question à votre prochaine consultation de grossesse. Alors, lors de ma dernière consultation, la sage-femme m'a dit d'appeler la maternité et de demander un rendez-vous à une semaine avant le terme. Pouvez-vous m'éclairer? J'ai peur du déclenchement. Alors, là, on manque un petit peu d'éléments pour essayer de de déterminer la raison pour laquelle votre sage-femme vous a demandé de prendre un rendez-vous une semaine avant le terme. Peut-être qu'il y a plein d'hypothèses possibles, on va pas les passer en revue ici, mais peut-être que l'enfant est déjà suffisamment développé. Vous savez que un enfant, il faut éviter qu'il soit trop gros et trop lourd, je dirais. Hein. Il faut vraiment rester dans la moyenne de l'enfant de 3,2 kg et de 50 cm, à peu près bien sûr. Peut-être qu'il est déjà plus développé, ce qui nécessiterait peut-être un déclenchement, mais un petit peu en avance, une semaine plus tôt. C'est une hypothèse, mais là, on manque vraiment d'éléments pour savoir la raison pour laquelle... Je crois que le plus simple, c'est peut-être de lui demander, vous aurez peut-être dû lui demander, ou contacter là pour lui demander. On manque vraiment d'éléments. Mais ce n'est pas forcément du tout inquiétant, ce n'est même apparemment pas. Voilà. Bonjour, bébé a 3 semaines et réclame des biberons de 150 ml, ce n'est pas de trop. Alors, si l'enfant réclame beaucoup de biberons, il y a une façon simple de faire, c'est de lui donner des biberons beaucoup moins riches, c'est-à-dire des biberons où vous mettez, ou simplement des biberons d'eau. Souvent, c'est le fait d'avoir un biberon de tétée qu'il réclame plus que de la nourriture. Donc, si vraiment les réclame trop souvent ou plus souvent, eh bien, donnez-lui ses biberons habituels, avec les quantités habituelles, et puis rajoutez de temps en temps un biberon d'eau, simplement, d'eau seule ou d'eau très légèrement sucrée. Il ne faut pas non plus l'habituer systématiquement au goût du sucre. Vous lui donnez, vous intercalez de temps en temps des biberons d'eau qui vont l'hydrater, qui lui feront pas du tout de mal, au contraire. Et c'est une façon un petit peu de tourner la question, sachant encore une fois qu'il demande souvent des biberons simplement pour avoir le biberon, plus que pour satisfaire une faim qui serait excessive. Voilà. Bonjour, que pensez-vous des Doppler fœtales qu'on peut acheter dans le commerce ou Internet? Alors, bon, je pense que le Doppler, qui est maintenant une technique très ancienne, il vaut mieux se fier pour la qualité et l'interprétation, surtout, à ceux qui peuvent être faits lors des consultations, plutôt qu'essayer d'acheter. En plus, il me semble que c'est assez onéreux d'une manière générale, même sur Internet, et surtout, il faut après être sûr de savoir s'en servir, et puis surtout, encore une fois, d'interpréter le résultat. Bon, ça fait partie des choses que je pense qu'il est raisonnable de laisser aux professionnels l'exclusivité, je dirais, de la réalisation et surtout de l'interprétation. Alors,
question suivante. J'avais d'autres questions. Voilà. Alors, une autre question, là on revient, enfin on est un peu après la grossesse, puisque la question est l'allaitement est-il aussi important qu'on le dit? Alors, bien sûr, il y a longtemps que l'on connaît l'intérêt nutritionnel de l'allaitement maternel, et donc il y a très longtemps qu'il est recommandé à la jeune mère. Vous savez que les recommandations ont recommencé, si je puis dire, après la guerre, il y a très longtemps, il y a 50 ou 60 ans, puisqu'on avait constaté une baisse importante de l'allaitement maternel dans les années 30, 40. Et donc, voilà, ça, on n'est vraiment pas dans la nouveauté. Mais récemment, ce qu'il faut noter, c'est que des arguments nouveaux majeurs sont venus renforcer cette nécessité de l'allaitement maternel. En effet, on sait aujourd'hui que la mère transmet à son enfant allaité des éléments bactériens, des bactéries, qui sont tout à fait indispensables pour former la flore, la nouvelle flore du nourrisson qui est allaité. Sachant que cette formation de sa flore est essentielle pour sa santé future, comme on s'en rend compte ces dernières années, l'importance de la flore, on y reviendra peut-être dans certaines questions. Mais en tout cas, cette formation de flore à partir d'éléments donnés par la mère, par l'intermédiaire de son lait, sont fondamentaux et s'accompagnent en plus de la formation, de l'induction, de l'augmentation des éléments immunitaires indispensables aux nourrissons. Donc l'allaitement est très important, pas seulement pour les éléments nutritifs. Vous savez que les éléments nutritifs du lait de la mère sont plus facilement ingérés, digérés par le nourrisson. Mais en plus, cela s'accompagne, comme je viens de vous l'évoquer, de la transmission d'éléments bactériens et d'éléments immunitaires fondamentaux. Voilà. Une autre question. Bonjour, je suis enceinte de 5 mois et demi depuis hier. J'ai la grippe. Est-ce inquiétant pour bébé? Non. Alors, ressent-il notre fatigue? Non. Heureusement, y a-t-il des conséquences? Alors, voilà, vous êtes enceinte et vous avez une grippe. Le bébé, heureusement, est très protégé. Vous savez qu'il y a le système placentaire, etc., qui protège vraiment le bébé de ce qui peut vous arriver. Le bébé est prioritaire, enfin l'embryon et le fœtus sont prioritaires sur vous, ce qui est bien dans ce cas-là. Et donc, il faut vraiment que vous ayez des problèmes importants pour qu'il y ait une répercussion chez l'enfant. Et une grippe n'est pas un problème majeur pour l'enfant. Soignez-vous le plus possible d'une manière, si possible, simple, c'est-à-dire avec des lavages de nez, etc. Enfin, la grippe ne nécessite pas forcément des thérapeutiques plus lourdes, mais en tout cas, c'est exceptionnel que cette grippe, si c'est une grippe, ait des conséquences sur l'enfant. Bonjour docteur, avez-vous des conseils pour soulager les ligaments? Je suis à 37 semaines et je n'arrive même pas à me mettre debout tellement ça me déchire, ça me fait mal. Voilà, ça rejoint la première question de tout à l'heure. Je le redis rapidement, en fin de grossesse, pour des nécessités, à l'approche de l'accouchement, eh bien, les ligaments se distendent. Il y a une hormone qui est sécrétée pour distendre les ligaments, pour permettre aux os, les ligaments, c'est ce qui retient ensemble les os, pour permettre aux os de se distendre au moment de la fin de grossesse et de l'accouchement. Et ces ligaments qui deviennent plus laxes, c'est la laxité ligamentaire, ça peut faire mal, ça peut faire, comme je l'évoquais d'ailleurs tout à l'heure, très mal, mal en permanence. C'est difficile. Alors oui, il faudrait demander, là c'est difficile de vous les décrire, il faudrait demander à un kinésithérapeute qui connaît bien le problème de la fin de grossesse et même de la rééducation après accouchement, de vous donner des conseils qui pourront vous soulager un petit peu, mais sachez que c'est physiologique. C'est dommage que ça vous fasse souffrir un petit peu, mais c'est pour le bien, je dirais, pour le bon déroulement de votre accouchement qui va arriver bientôt. Donc c'est pour la bonne cause, je dirais, même si c'est pas toujours agréable. Bonjour, j'ai des maux de tête atroces souvent. Est-ce normal? Est-ce dangereux? Je prends du Dafalgan. Est-ce dangereux pour mon bébé? Je suis à 3 mois. Alors, les maux de tête atroces, c'est sûrement pas normal.
Là, c'est difficile de vous répondre. Il faut d'abord savoir, et ici nous n'avons pas l'information, si ce sont des maux de tête qui ont commencé avec la grossesse, s'ils existaient avant. En tout cas, là, je vous conseille plutôt que de prendre beaucoup d'Afalgan, 4 par jour, c'est beaucoup. Ça peut être dangereux pour mon bébé à 3 mois. Tout ce qui peut être sédatif, puisque ces produits le sont un petit peu, peuvent avoir, dans certains cas, à des doses très importantes, une répercussion chez le bébé. Mais je vous conseille d'en parler ou même d'aller consulter pour ces maux de tête. Là, on manque d'éléments parce qu'ils sont atroces et ce n'est sûrement pas normal. Et encore une fois, sans savoir si c'est lié à la grossesse ou pas, puisque ce n'est pas précisé. Donc, prenez ça au sérieux. Pas du tout mon but de vous alarmer, mais bon, des maux de tête atroces, ce n'est pas normal. Et si on est enceinte à 3 mois, c'est encore moins facile de les supporter. Donc allez consulter pour ça ou attendez la prochaine consultation avec votre obstétricien ou votre sage-femme. Une autre question, est-ce que la chimio provoque l'infertilité chez l'homme? Alors ça, c'est une question trop vague pour qu'on puisse y répondre. La chimiothérapie, qu'est-ce que la chimiothérapie? De quelle chimiothérapie parle-t-on? Certaines peuvent avoir une incidence, c'est quand même minoritaire. La plupart du temps, non. Mais encore une fois, là, sans aucune précision sur cette chimiothérapie, c'est difficile d'aller plus loin. Posez simplement la question au chimiothérapeute qui l'a prescrite et qui la suit. Cette chimiothérapie, il vous répondra sans aucun problème. Enceinte de 5 mois et demi, j'ai déjà des contractions non douloureuses. Est-ce normal à ce stade? Alors, des contractions, même non douloureuses à 5 mois et demi, avant 6 mois, avant la fin du second trimestre, c'est un peu tôt. Ce n'est pas complètement exceptionnel. Ça nécessite d'en parler à votre prochaine consultation et puis éventuellement de faire un certain nombre prendre un certain nombre de petites décisions. Il ne faudrait pas qu'elles augmentent et que vous ayez des contractions importantes à 6 mois ou 6 mois et demi, parce que des contractions importantes, le risque il est évident, c'est l'accouchement, alors très prématuré à ce stade, bien sûr, mais encore une fois, il y a des moyens d'intervention simples pour les faire cesser ou les faire diminuer. Parlez-en donc à votre prochaine consultation. Je suis à plus de 6 mois de grossesse. Pourquoi ai-je les jambes lourdes? Voilà la question suivante. Alors, les jambes lourdes. Ce type de sensation, parfois difficile à supporter, parfois extrêmement désagréable. Ça va des simples impatiences de jambes à des vraies douleurs des membres inférieurs. Elles sont dues, c'est quasi physiologique, elles sont dues au problème de retour veineux. Vous savez qu'il y a le système veineux qui fait remonter le sang des jambes vers le cœur, simplement. Et ce retour veineux devient de plus en plus difficile au fur et à mesure du déroulement de la grossesse, pour la raison toute simple, c'est que la masse utérine, c'est-à-dire l'utérus avec le fœtus à l'intérieur se développant, eh bien, comme on le disait dans une question précédente, tout ce qui est autour se comprime et est comprimé, et en particulier le circuit veineux. Et donc, ce n'est pas du tout rare, pour ne pas dire c'est presque systématique, enfin, ou fréquent au moins, qu'il y ait un minimum d'incidence sur ce retour veineux, donc sur, je vous dis, l'impatience des jambes ou même des douleurs. Et ça, il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part des petits moyens, qui est par exemple la nuit de dormir sur un lit dont les pieds sont légèrement surélevés, de façon à faciliter au moins pendant la nuit le retour veineux. Mais c'est une évolution quasi physiologique du déroulé de la grossesse, qui va d'ailleurs, ce développement de la masse utérine, va aussi perturber d'autres éléments, je l'ai dit. On a souvent une constipation de fin de grossesse, parce qu'il y a une compression de l'intestin, ou aussi, on l'a évoqué dans une autre question, des problèmes urinaires qui sont aussi dus au fait que la masse utérine, cet utérus qui devient important à partir du 5, 6, 7 mois, 7e mois, eh bien, qui donc va appuyer sur la vessie, ou même sur les tuyaux qui sont derrière les uretères, peut créer
tout ça peut créer des problèmes, donc pas seulement de retour veineux, mais également de constipation ou des petits problèmes urinaires. Voilà, donc il faut prendre un petit peu son mal en patience. Alors, bonjour, ma fille de 2 ans, je regarde d'autres questions. Quand elle est contrariée ou qu'elle ne veut pas quelque chose, elle pleure, hurle et se rend malade et se fait vomir. C'est normal, comment je peux arrêter ça? Alors, non, on ne peut pas dire que ça soit strictement normal. On est vraiment dans le cadre d'une enfant de 2 ans, hein, vous précisez, qui est, semble-t-il, très réactive aux choses qui l'entourent, et en particulier aux contrariétés, au point de hurler, de se rendre malade et de se faire vomir. Alors, là encore, il faudrait savoir d'autres choses. Est-ce que c'est un enfant par ailleurs hyperactif, par exemple? Est-ce que c'est un enfant qui présente des problèmes ou des petits problèmes psychologiques, etc. Cela nécessite sûrement d'en parler, de voir un pédiatre, le pédiatre qui la suit, de lui en parler de façon à trouver quelle est la cause. Et encore une fois, les causes sont assez nombreuses, en particulier ce qu'on appelle l'hyperactivité de l'enfant, qui souvent s'accompagne de ce type de réaction de comportement. Voilà, là on manque d'éléments, mais vraiment parlez-en à votre pédiatre. Alors, bonjour, pour les vomissements, je prenais le médicament Vogalène, mais ça ne faisait rien, et maintenant je prends la domperidone, le Motilium. Est-ce un médicament conseillé pour la grossesse? Merci. Alors, vous savez, dans nos précédents entretiens, on a abordé pas mal ce sujet. Et là, vous parlez de médicaments Vogalène, Motilium, Primperan, qui sont ce qu'on appelle, sans rentrer dans le détail, des médicaments d'action centrale. Et la difficulté pour ces médicaments, c'est qu'ils peuvent avoir, sans majorer la fréquence, mais peuvent avoir des effets secondaires parce que justement ils agissent au niveau du cerveau, au niveau central, comme on dit. Et donc on conseille plutôt pendant la grossesse de prendre des produits ou des médicaments qui agissent à la périphérie, c'est-à-dire directement sur l'organe concerné, en l'occurrence le système digestif enfin l'estomac et l'intestin, et parce que cette action périphérique s'accompagne beaucoup moins d'effets secondaires. Et donc, je crois que chez la femme enceinte, il faut vraiment suivre les recommandations de l'HAS, qui recommande, nous l'avons évoqué tout à l'heure, en première intention, chez la femme enceinte qui a des nausées, du gingembre en poudre et en gélule, 1 gramme par jour. Et éventuellement, si on veut avoir une alternative, ce sont ce qu'on appelle les médicaments antihistaminiques, mais pas ceux que vous évoquez, qui sont, pas dire qu'ils sont dangereux, mais qui sont déconseillés chez la femme enceinte. C'est-à-dire les médicaments d'action centrale, c'est-à-dire qui agissent au niveau du cerveau, si vous voulez. Bonjour, je suis enceinte de 6 mois, j'ai des douleurs hautes abdominales depuis 1 semaine. Est-ce que c'est le bébé qui me bloque mon système digestif? Alors, très possiblement, pour ne pas dire probablement. À partir de 6 mois, du 7e mois, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, la masse utérine commence à appuyer beaucoup sur plusieurs choses, sur tout ce qui l'entoure, en particulier le système digestif, et va pouvoir créer soit une constipation, soit, en l'occurrence, des douleurs, voire même des reflux gastro-œsophagiens, ce qu'on appelle le RGO, et ce n'est pas rare, malheureusement, parce que c'est pas toujours agréable, c'est même parfois très désagréable parce que c'est parfois intense, et dans ce cas-là, il faut prendre un traitement qu'on appelle symptomatique qui va pouvoir soulager, qui ne traitera pas la cause, puisque la cause c'est la grossesse elle-même, mais qui va pouvoir soulager les symptômes, les signes liés à cette compression. Voilà. Alors, une autre question. Pourquoi suis-je tant fatigué après seulement 2 mois et demi de grossesse?
Est-ce que c'est parce que c'est mon premier enfant? Bon. Alors, en dehors d'une cause médicale qui peut exister à rechercher par les bilans réguliers que vous faites pendant la grossesse, par exemple une anémie va se traduire par une fatigue et un essoufflement. Bon, voilà un exemple qui peut tout à fait exister pendant la grossesse. Si on élimine ces causes, je dirais, médicales, la fatigue de grossesse est malheureusement, enfin heureusement, assez classique et très fréquente. Bien sûr, elle s'exprime à des niveaux variés. Parfois, les femmes enceintes qui sont peu fatiguées, parfois qui sont très fatiguées. Il est rare d'avoir une grossesse que pendant les 9 mois de la grossesse, surtout à partir du 2e, 3e mois, mais des fois c'est dès le début, il n'y ait pas des moments de fatigue, voire même des moments de fatigue intense. Simplement, il faut rappeler que c'est une grossesse qui présente deux aspects, qui est un peu spécifique à la grossesse. Il y a d'abord l'aspect physique, la fatigue physique due à l'état même de grossesse et à tous les éléments que la future mère doit donner à son enfant. Donc ça fait travailler l'organisme, si vous voulez. Donc ça, c'est une cause de fatigue physique. Mais à cela, comme je crois on l'a évoqué tout à l'heure dans une autre question, il existe une fatigue psychique, qu'on appelle une psychasthénie, une asthénie psychique, surtout existant, mais pas seulement, mais surtout existant pour la primipare, pour le premier enfant, qui correspond, comme on le disait, à cette petite anxiété ou grande anxiété, d'où futur changement de vie. Le premier enfant va arriver dans la famille, cela va nécessiter une organisation différente, cela va évidemment modifier la vie familiale. Donc cette espèce d'appréhension, parlons plus d'appréhension que d'anxiété, est quand même un versant, le second versant de la fatigue. Donc la fatigue de grossesse est vraiment quelque chose d'assez, d'assez complet. Et alors il y a des solutions qui sont proposées, mais pour cela, il faut vraiment utiliser des produits qui prennent en charge ces deux aspects de la fatigue qui sont relativement très spécifiques de la grossesse, c'est-à-dire la fatigue physique et la fatigue psychique en même temps. Alors, bonjour, je suis enceinte de 7 mois, je n'ai jamais eu de problème de peau. Il y a 3 jours, j'ai la peau sèche qui démange parfois, mais juste au niveau des plis, oui. Doit-se consulter, on peut utiliser une crème hydratante. Alors, les problèmes de peau et de muqueuse pendant la grossesse sont assez fréquents, simplement parce qu'il y a une sorte de bouleversement hormonal qui se produit. Et bien, ce bouleversement hormonal peut avoir sa traduction au niveau cutané, au niveau de la peau et au niveau des muqueuses. Et donc, cela se traduit, entre autres, comment ça se traduit? Souvent par une sécheresse supplémentaire, une sécheresse plus importante de la peau et des muqueuses, et avec parfois un prurite, sécheresse entraînant le prurite c'est la démangeaison. Eh bien, c'est relativement très banal. Si ça reste comme c'est décrit dans la question, eh bien, il faut avant tout, c'est pas la peine d'aller directement consulter, avant tout essayer d'utiliser effectivement une crème hydratante, voilà, pour essayer de régler le problème. Si vraiment cela ne marche pas, si vraiment la sécheresse, le prurite augmente, cela peut justifier soit d'en parler au gynécologue lors de la prochaine consultation, soit d'aller voir un dermatologue, mais a priori, on n'est pas dans ce cas-là. Une crème hydratante, une bonne crème hydratante devrait suffire à assouplir à nouveau la peau et à éviter la démangeaison. Une autre question, alors justement qui est très proche, l'hygiène intime est-elle importante pendant la grossesse? Alors, on est proche de la question précédente. Je dirais bien sûr que l'hygiène intime est importante pendant la grossesse, mais elle est même peut-être encore plus importante qu'en dehors de la grossesse, parce que justement, comme je viens de vous dire, lorsque la femme est enceinte, il y a la région intime présente deux caractéristiques. D'une part, sur le plan purement cosmétique, le bouleversement hormonal que j'évoquais à l'instant rend la peau et les muqueuses plus sèches, plus irritées, parfois prurigineuses, tout ce qu'on vient de dire, donc dû à ce changement hormonal. Et sur le plan médical, également, il faut essayer d'éviter la survenue d'infections pas rares du tout pendant la grossesse, soit la mycose, soit la vaginose. La mycose qui est
relativement fréquente pendant la grossesse, mais sans gravité, si ce n'est qu'elle est extrêmement désagréable. Évidemment, une mycose vaginale est toujours désagréable, encore plus pendant la grossesse, surtout qu'elle est volontiers très bruyante, c'est-à-dire ça gratte beaucoup, il y a des pertes en papier mâché dont vous avez entendu parler, qui sont bien connues. Et chez la femme enceinte, ça n'a pas de caractère de gravité, mais c'est très gênant. Et l'autre infection, j'ai cité les deux plus fréquentes, la vaginose, qui est due au développement d'un certain nombre de bactéries, elle est beaucoup moins gênante, beaucoup moins symptomatique, mais par contre, plus préoccupante parce qu'elle peut entraîner une prématurité par un système d'infection qui remonte. Et là c'est plus sérieux. Donc, avant d'en arriver à ce stade, il faut effectivement prendre en compte ces deux aspects de l'hygiène intime pendant la grossesse. L'aspect cosmétique, la sécheresse et le prurite à essayer de faire diminuer, à faire disparaître, et surtout la prévention des infections possibles, voire même assez fréquentes pendant la grossesse, que sont la mycose, la vaginose. Il faut donc, là aussi, comme on le disait tout à l'heure, pour la fatigue, utiliser des produits qui prennent en charge ces deux aspects importants. Donc là encore, des produits de haute qualité et surtout spécifiques grossesse. Je crois que la grossesse est un phénomène très particulier qui, sur le plan de l'hygiène intime, de la fatigue, enfin sur beaucoup de plans, est très spécifique. La fatigue n'est pas une fatigue habituelle, elle est un peu plus complexe. L'hygiène intime se heurte à des problèmes un petit peu différents et un peu plus ennuyeux. La vaginose pendant la grossesse, donc comme je viens de le dire, pose problème. Donc il faut vraiment utiliser des produits spécifiquement adaptés à ces problèmes chez la femme enceinte, pour la femme enceinte. Mon bébé a 1 mois et demi, est-il nécessaire de lui donner de la vitamine D? Est-ce que la conséquence si je ne lui en donne pas? Alors, on l'a évoqué tout à l'heure. Vous savez qu'habituellement, les choses qui sont obligatoires chez nous, le geste qui est obligatoire en France, c'est de donner au 7e mois, en fin de grossesse, 100 000 unités de vitamine D. C'est très bien, il faut le faire, mais le but de cette démarche est d'éviter ce qu'on appelle l'hypocalcémie néonatale, c'est-à-dire un problème au moment de la naissance. En revanche, les recommandations tendent à évoluer et il est recommandé aujourd'hui de donner tout au cours de la grossesse, quotidiennement, c'est encore la meilleure chose, à la mère, donc pour l'enfant, comme on disait tout à l'heure, de donner de la vitamine D dans le but, cette fois, non pas d'éviter le problème de naissance, mais dans le but de favoriser sa formation osseuse qui se fait tout au long de la grossesse. Donc, on recommande 400 unités internationales tous les jours pour la mère, donc qui va se retrouver évidemment pour l'enfant, et en plus, évidemment, des 100 000 unités au moment quelques temps avant l'accouchement, en fin de grossesse. Y a-t-il une autre question? Oui, il y en a beaucoup. Ma fille de 7 mois ne veut plus boire de biberon. Comment l'hydrater? Alors ça, c'est effectivement l'hydratation de la petite fille de 7 mois est quelque chose d'important. Comment l'hydrater? Il n'y a pas d'autre façon de l'hydrater que de la faire boire d'une manière ou d'une autre. À 7 mois, en général, c'est le biberon. Alors, peut-être qu'elle ne veut plus boire de biberon à la suite d'expériences un peu malheureuses. Peut-être que vous lui avez donné quelque chose qu'elle n'a pas aimé, donc maintenant, quand elle voit le biberon, elle n'en veut plus, etc. Il faut vraiment qu'elle boive. Bon, vous pouvez essayer, on le disait tout à l'heure, de mettre un peu c'est classique, c'est connu, mais de mettre un peu de sucre dans l'eau que vous lui donnez, de lui donner un petit peu de jus d'orange, enfin des choses qui vont lui plaire. Mais l'hydratation d'un nourrisson est quelque chose, évidemment, d'extrêmement important. Il faut trouver une solution. Vous voyez ça avec le pédiatre, il vous conseillera des petits moyens, comme ceux que j'évoquais ou d'autres, parce qu'il faut vraiment, effectivement, que l'enfant boive. Ça, c'est surtout à 7 mois. Bonjour, après avoir une césarienne en urgence, parce que mon col ne se dilatait pas, est-ce que j'ai une césarienne obligatoirement pour mon deuxième? Oui, pardon.
La question, c'est, après avoir eu une césarienne en urgence, c'est-à-dire non planifiée, parce que le col ne se dilatait pas ou pas assez, est-ce que pour le deuxième enfant, il y aura une césarienne aussi obligatoire? Alors, pas forcément. Ça, vous savez, il est clair que lorsqu'on a des petits problèmes, des petits soucis avec le premier enfant, d'une manière très générale, la probabilité qu'ils surviennent pour le second existe. Mais pour la dilatation du col en fin de grossesse, c'est pas du tout une certitude. Ça peut tout à fait se dérouler bien. Et d'ailleurs, votre obstétricien a dû vous le dire. Et en tout cas, il suivra. Vous savez que dans les derniers moments, on sent que le col se dilate, dans les derniers jours et dernières heures. Et il suivra ça avec précision, mais c'est pas du tout une fatalité que la seconde naissance nécessite une césarienne. Bonjour docteur, les colorations et décolorations à 7 mois et demi de grossesse sont-elles recommandées? Alors, il faut prendre un certain nombre de précautions. Les cheveux et le cuir chevelu sont des éléments qui absorbent beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment regarder la composition de vos colorants et décolorants, parce que vous savez que les cheveux, lorsqu'on vit, par exemple, on a accusé dans le temps les Anglais d'avoir assassiné Napoléon, parce qu'on avait retrouvé beaucoup d'arsenic dans ses cheveux, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, c'était les papiers peints de sa demeure de Longwood, à Sainte-Hélène, qui était à l'époque fait à base d'arsenic, qui avait fini par imprégner ses cheveux. Alors c'est une anecdote, mais ça montre bien que les cheveux et le cuir chevelu, peut-être plus encore, parce que c'est très vascularisé, eh bien, capte facilement des éléments. Donc, essayez d'utiliser des shampoings ou des décolorants dont la composition est le plus naturelle possible, ou en tout cas qui n'a pas dans ses constituants des éléments qui peuvent être, en passant dans le sang, ennuyeux pour le bébé. Donc, soyez critiques et regardez bien les produits que vous utilisez. Bonjour, suite à une fausse couche, est-ce vrai que la femme est encore plus féconde qu'à son habitude en attendant le recours de couche? Alors là, suite à une fausse couche, il y a une nouvelle grossesse sans retour de couche, y a-t-il plus de risque d'avoir fait une fausse couche? Alors là, je dirais que c'est très variable. C'est très difficile de répondre d'une manière générale, d'une manière absolue. C'est que il faut effectivement se méfier ou avoir conscience que c'est pas parce qu'il y a eu une fausse couche récente qu'il y a une période d'infécondité qui est longue. C'est très variable d'une femme à l'autre. Donc faites comme si, malgré la fausse couche, la fécondité revenait très vite. Voilà, je crois que c'est la prudence qu'il faut avoir parce que c'est vraiment très très variable. Et encore une fois, pour éviter des mauvaises surprises, c'est mieux de faire en sorte de considérer qu'une nouvelle grossesse est toujours possible très rapidement. Voilà, écoutez, on a traité pas mal de questions. Je crois que maintenant le temps imparti nous est terminé. Je vous remercie de toutes ces questions intéressantes et très pratiques et de votre attention qui a l'air d'avoir été soutenue. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois, la semaine prochaine, pour un autre sujet qui sont, comme vous le voyez peut-être, les vitamines de grossesse. Et ce sujet, effectivement, aura lieu non pas à la date que vous voyez peut-être, mais la semaine prochaine, donc dans la semaine du 16 au 22, au 23 janvier. Voilà, mais on vous donnera les indications précises et on vous donnera l'horaire exact très vite, ultérieurement. Merci et j'espère à la fois prochaine avec autant de questions aussi intéressantes et passionnantes pour tous. Merci.